Ligne droite. Je suis pour, je suis contre. La table ronde. Nous avons deux actualités, deux affaires dans des domaines complètement différents qui ont montré à quel point ces cellules de vérificateurs d'informations, fact-checkers comme on le dit, ont du plomb dans l'aile. Il y a l'histoire de Pierre de Décoder l'écho. Pierre est statisticien, il publie des vidéos sur YouTube, il explique comment décrypter les chiffres officiels. Mais quand on parle de vaccins ou de mort Covid, évidemment, ça pose un peu plus de problèmes. Alors la chaîne Décoder l'écho a été fact-checkée, comme ils disent. Traduisée, a été vérifiée à de nombreuses reprises et jugée comme fausse information. Fake news, toujours dans le franglais à la mode, alors que les arguments ne contredisent pas les chiffres que Pierre trouve, mais juste ses conclusions. On peut ne pas être d'accord, ça c'est sûr, mais la méthode pointée du doigt par Pierre, qui a publié un article dans François, puis une vidéo sur son compte YouTube pour dénoncer ce mécanisme, on va en parler dans quelques instants. Et puis une autre affaire, au cours du débat Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, vous savez, le fameux débat organisé sur le plateau de BFM TV jeudi dernier. Éric Zemmour a cité un chiffre, celui de 50 milliards d'euros qu'il avançait comme préjudice annuel lié à la fraude sociale en France. Un chiffre qui a été revisité par la cellule des décodeurs. Écoutez ça, c'était la journaliste Amélie Rosic de BFM TV. Monsieur Zemmour, vous avez parlé de la fraude sociale en France en avançant ce chiffre, 50 milliards d'euros de préjudice par an. Alors à la cellule fact-checking, on a vérifié. Les derniers chiffres dont on dispose, ils datent d'il y a un an, septembre 2020 précisément. Ils émanent d'une enquête de la Cour des comptes réalisée à la demande de la Commission des affaires sociales au Sénat. Résultat, en 2019, les principaux organismes sociaux ont détecté 1 milliard d'euros de préjudice au titre de la fraude sociale, soit 50 fois moins que ce que vous avancez. Éric Zemmour. Chère madame, votre chiffre est tellement ridicule que je pense que le ridicule est pour vous. Et que vous devriez lire l'excellent livre de Charles Prats et vous verrez ce qu'il en est exactement et vous comprendrez à quel point vous vous êtes couverte de ridicule là pendant cette soirée. Voilà, ça c'est c'est un petit peu violent, mais en tout cas, nous avons lu l'excellent livre de Charles Prats, Cartel des fraudes. Il y a le 1, mais le 2 qui sort bientôt chez Ring. Et nous avons surtout Charles Prats avec nous. Bonjour Charles Prats. Oui, bonjour. Bon, je rappelle que vous êtes magistrat, délégué de l'Association professionnelle des magistrats, vice-président au tribunal de grande instance de Paris. Vous avez été inspecteur des douanes, juge d'instruction et magistrat chargé de la lutte contre les fraudes fiscales, justement. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette cellule de vérificateurs qui s'est contredite elle-même, puisqu'en plus, on a vu que quelques jours avant, BFM avait cité vos chiffres en exemple, justement. Écoutez, oui, c'était assez drôle pour vous faire la petite histoire. Donc l'autre soir, comme plusieurs millions de Français, je m'apprêtais à regarder le match. C'est la Ligue des Champions de la politique, entre guillemets. Et donc, avec gourmandise, je m'apprêtais à regarder le débat entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Et donc, effectivement, au début, il nous explique qu'il va y avoir cette cellule de fact-checking, comme on dit de nos jours. Et donc d'ailleurs vous pouvez aller sur mon compte Twitter, immédiatement j'ai lancé un tweet en disant prêt à fact-checker les fact-checkers, parce qu'on sait comment ça se passe, ces histoires de fact-checking. On sait très bien que bien souvent en fait ça finit sur des informations bidons, en voulant soi-disant vérifier les choses, et ça n'a pas loupé. Alors ça avait commencé avec les histoires du nombre d'étrangers qui viennent en France, etc. Donc je m'étais amusé à ressortir les chiffres de la sécurité sociale, avec une moyenne sur les 10 dernières années de 400 000 immatriculations sociales de gens étrangers par an, ce qui allait plutôt d'ailleurs dans les chiffres donnés par Éric Zemmour. Et à un moment donné est venue cette histoire de la fraude aux prestations sociales. Donc Éric Zemmour m'a cité, ce qui n'est pas très étonnant puisqu'en réalité Éric Zemmour connaît bien mon livre puisqu'il en avait fait la chronique pour le Figaro quand il était sorti. Donc en tant que chroniqueur du livre, je pense qu'il l'avait bien lu. Donc c'était pas très étonnant qu'il me cite comme source. Et donc il y a eu ce fameux épisode du fact-checking de BFM. Alors au début, je n'étais pas très inquiet puisque vous l'avez rappelé. La semaine précédente, en réalité, BFM TV avait fait pendant plusieurs jours une enquête justement de fact-checking puisque j'avais déjà été cité par Jordan Bardella, je crois, de mémoire, du Front National, qui avait parlé de la fraude sociale. Et donc BFM avait contacté Pascal Brindot, le rapporteur de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la fraude aux prestations sociales, avait contacté un certain nombre de personnes. Il y a eu des longues interviews. Après, bien sûr, il a été coupé un peu le montage de leur émission. Mais samedi dernier, BFM avait fait une émission d'une dizaine de minutes sur le sujet, qui était
qui était assez équilibré, qui présentait tous les points de vue et qui présentait les chiffres, qui expliquait. Voilà, qui montrait, il montrait pas forcément qu'ils étaient d'accord avec vos chiffres, mais au moins que voilà, il y avait débat et que c'était plus compliqué que juste les chiffres qui ont été annoncés par la journaliste Amélie Rosic. Voilà, BFM concluait en reprenant notamment les conclusions de la commission d'enquête parlementaire. Bon, c'est quand même une commission d'enquête avec des députés de tous les partis qui a travaillé pendant un an et qui a conclu à une fraude aux prestations sociales sur une fourchette entre 14 et 45 milliards d'euros. Donc, une fourchette haute à 45 milliards d'euros, ce qui n'est pas très loin des 50 milliards d'euros pour que moi j'explique comme enjeu de fraude. Et donc, ça, c'était samedi. Et jeudi, c'est l'effet du réchauffement climatique. Ça y est, on en a appris. Ah bah oui, voilà. Ça avait fondu à 1 milliard d'euros. Alors là, on regarde le truc, et c'est vrai que Éric Zemmour a un peu bâché la journaliste en lui disant qu'elle était ridicule, mais il était quand même pas très loin de la vérité parce qu'elle a vraiment été ridicule. En réalité, elle a commis une erreur de débutante. Alors est-ce que c'était une erreur ou volontaire? Moi, je pense que c'est l'erreur. Ils ont confondu parce qu'ils étaient certainement simplement en train de chercher sur Google le truc le plus rapide qu'ils pouvaient trouver. Ouais, oui. Et ils ont fait l'erreur classique qui est de confondre la fraude détectée par les services de contrôle avec les évaluations globales de fraude. Si vous voulez, le 1 milliard et quelques, c'est ce que les services de contrôle, les CAF, les CEPAM, etc., ils vont réussir à détecter comme fraude. Mais ce n'est pas évidemment l'ampleur globale de la fraude. C'est exactement comme si on disait que l'ampleur du trafic de drogue en France, c'était uniquement les saisies qui étaient faites par la police, la gendarmerie, les douanes. Vous voyez bien le ridicule de l'argument. Et bien là, c'était la même chose. Et ils étaient incapables. Ça a été dommage d'ailleurs que ce ne soit pas immédiatement expliqué sur le plateau, parce que voilà, elle-même, la journaliste de BFM, se serait rendue compte de l'ineptie de ce qu'elle disait. Mais voilà. Et donc, en fait, on est arrivé à une séquence médiatique où on a fait passer un homme politique pour un menteur, alors qu'en réalité, il disait la vérité. Et en tout cas, il s'appuyait sur des données qui n'étaient pas simplement d'ailleurs les miennes, mais qui étaient celles des commissions d'enquête de l'Assemblée nationale, oui. Alors même que la fact-checkeuse a juste dit n'importe quoi, a commis une erreur de débutante et que n'importe qui peut comprendre. Et voilà. Et d'ailleurs, moi j'ai immédiatement réagi sur Twitter, puisque bien sûr, comme j'étais prêt à fact-checker les fact-checkers, j'ai immédiatement sorti les informations. J'ai ressorti la vidéo des quelques jours auparavant de BFM TV qui eux-mêmes disaient que c'était 45 milliards. Et si vous voulez, ça a d'ailleurs pris pas mal d'ampleur. J'ai regardé là, avant de vous avoir aujourd'hui à l'antenne, les statistiques de mes tweets. J'ai eu pratiquement 3 millions d'impressions, ce qu'on appelle d'impressions, c'est 3 millions de vues des tweets que j'ai fait sur cette affaire du fact-checking, rien que sur les miens. Alors je vous parle pas en plus de tout ce qu'il y a pu y avoir comme article dans la presse. C'est-à-dire que Charles Prats, en fait, la question que vous posez quand vous avez proposé de fact-checker les fact-checkers, pour reprendre votre expression, elle pose une vraie question, et c'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans cette table ronde. On va aussi donner la parole à Pierre de la chaîne Décoder l'Écho et Anne-Sophie Chazot dans quelques minutes. Mais rapidement, pour vous, juste en une minute, qu'est-ce que ça veut dire aussi, cette cellule, ces nouvelles cellules maintenant qui pullulent, là, on en voit sur toutes les chaînes et sur toutes les... qu'est-ce que ça veut dire que ces cellules de fact-checking, de vérificateurs, de décoder l'info, qui vont décider avec un gros titre en général non ou fake news ou c'est faux, de ce qui est, ce qui a le droit d'être dit et ce qui n'a pas le droit d'être dit? De toute manière, c'est la plaie du journalisme. Alors moi, c'est vrai que j'ai une certaine expérience de fact-checker et fact-checker, puisque j'ai eu quelques joutes avec notamment Check News Génération. C'est mes grands sparring partners en la matière. Et à chaque fois, je les ridiculise sur Twitter, puisque moi, Twitter, c'est mon aire de jeu en la matière. Et donc, voilà, les gars de Libération qui essayent de dire qu'à chaque fois, notamment sur l'info sociale, ce que je dis n'est pas vrai, ils se font renvoyer dans leur 22 mètres de manière assez amusante. Et donc, en général, là, ils essayent de plus trop y venir parce qu'ils sont quand même fait défoncer 2-3 fois. Du coup, ça se calme. Et là, vous voyez, par exemple, sur toutes ces histoires-là, dans cet épisode, suite à cet épisode BFM TV, j'ai une passe d'armes aussi avec Daniel Schneiderman, d'Arrêt sur Image, qui a voulu faire le fact-checker, etc. Et à qui j'ai proposé, invitez-moi, on fait un débat, puis on va en discuter. Oui. Débat, bien sûr. Un vrai débat, en fait, plutôt que de dire non, on n'a pas le droit de discuter avec cette personne parce qu'il est fausse information. C'est surtout leur manière de dire que les choses sont inexactes. Ouais. Et ils sont
c'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'ils se refusent du coup à rentrer vraiment dans le débat. Bien sûr. Parce qu'évidemment, si vous voulez, comme c'est le fact-checker entre guillemets, c'est quelqu'un qui ne connaît rien au sujet. Voilà, c'est le type, il est là, il débarque, il va passer 3 coups de fil, faire 2 recherches Google et vous dire voilà, c'est ça la vérité. Sauf que s'il se retrouve véritablement en face de quelqu'un qui connaît le sujet, là il va faire canard et puis il va remballer ses arguments parce qu'il va se faire démonter. Et donc, par principe, il refuse la joute et il refuse le combat parce qu'ils savent qu'ils vont se faire massacrer, ridiculiser devant tout le monde. Bon, en tout cas, nous, Charles Prats, nous ne refusons pas ni le combat ni le débat et on en parle de ces vérificateurs d'informations, du rôle qu'ils ont. On va continuer d'en parler dans quelques instants avec Pierre de Décoder l'écho et Anne-Sophie Chazot. Merci beaucoup, Charles Prats, de nous avoir expliqué ce qui s'est passé. Bonne journée. Ligne droite. Je suis pour, je suis contre, pour, contre. La table ronde. Et aujourd'hui, on a décidé, pour reprendre l'expression de Charles Prats, de fact-checker les fact-checkers, c'est-à-dire ces vérificateurs d'informations qui, eux aussi, parfois, peuvent donner des informations trompeuses. Et puis aussi, qu'est-ce que c'est que ces méthodes de mettre une étiquette et de dire non, c'est faux, on n'en discute plus. Eh bien voilà, c'est notre table ronde du jour. On a donné la parole à Charles Prats, qui est revenu sur ce débat avec Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon et la journaliste Amélie Rosic qui s'est fait recadrer par Éric Zemmour. Eh bien tout de suite, je propose à Pierre de la chaîne Décoder l'écho de nous raconter son histoire à lui, puis ensuite Anne-Sophie Chazot va nous aider à comprendre ce qui se passe justement avec ces vérificateurs d'informations. Pierre de la chaîne Décoder l'écho, vous avez été à plusieurs fois vérifié, on va dire, et à chaque fois avec une étiquette fausse information, fake news en anglais, et puis voilà, on ne veut pas aller chercher plus loin vos chiffres qui sont pourtant les bons, même d'après ces journalistes. Racontez-nous. Oui, bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Oui, ça m'est arrivé du coup plusieurs fois. J'en suis maintenant à 4, puisqu'il y en a eu un nouveau. Ah, quelle gloire. Sur les... Oui, c'est ça. Il participe de cette manière-là un peu à la visibilité de ma chaîne, même si c'est pas le but premier. Oui. Moi là-bas, je fais des statistiques, c'est plutôt pour alerter les gens et puis permettre de gens de comprendre comment est-ce qu'on analyse les différents chiffres, surtout la signification des chiffres, puisque c'est quasiment jamais dit dans le monde journalistique, c'est d'où viennent ces chiffres-là, ce qui veut dire exactement comment ils sont calculés et ce qu'on peut en déduire. Il y a toujours la conclusion, c'est plutôt des conclusions bien souvent menées par des combats politiques, et puis en dessous, on se sert de chiffres comme alibi. Donc moi, j'essaye plutôt de faire l'inverse. Et en effet, il y a 4 fois maintenant où on a vu, puisque je disais quelque chose qui ne convenait pas au discours politique des médias, on voyait ma tête, une vidéo avec écrit dessus faux, debunked, fake news, enfin tous les adjectifs qu'il fallait, et puis avec une belle phrase qui commençait toujours par non. Oui. Non, ce n'est pas vrai. On vous explique pourquoi. Alors ils expliquent pas, mais ils disent quand même que c'est pas vrai. Et du coup, avec en effet cette formule assez délicieuse que j'ai trouvée dans le dernier, c'était comment décoder l'écho manipule l'opinion, mais avec de vrais chiffres. Oui. Donc j'en déduis que je suis absolument l'inverse des médias mainstream et du gouvernement qui, eux, disent leur vérité, mais avec de faux chiffres. Donc du coup, je trouvais ça très intéressant. Oui, ils reconnaissent malgré tout que vous utilisez les bons chiffres, mais ils n'aiment pas votre interprétation. Or, l'interprétation, on peut ne pas être d'accord. D'ailleurs, c'est ce que vous dites dans votre tribune publiée sur François le 17 septembre. On peut ne pas être d'accord, mais on peut au moins en débattre. Tout à fait, c'est ce que je déplore. Je n'ai jamais eu le moindre appel de ces personnes-là pour qu'on discute, pour savoir, plutôt pour organiser peut-être, même pas forcément un débat contradictoire, mais au moins d'avoir une discussion sur un article sur les chiffres en eux-mêmes, puisque j'en parle. Mais non, l'objectif, c'est très clairement d'écrire, de toute façon, en journalisme, on le sait bien, c'est les premières lignes de l'article, voire même juste la vignette qui sont lues. Oui. Donc une fois qu'on a mis la vignette faux, ça circule, et ça suffit pour discréditer complètement des propos, que ce soit sur Twitter ou même quand je publie sur d'autres plateformes. J'ai vu des refus de gens qui disent non, ça je regarderai pas, c'est faux puisque ça a été dit là. Et c'est avec un espèce de téléphone arabe où les gens citent un tweet qui dit que c'est faux, qui retweet un article qui dit que c'est faux. Donc en fait, il y a personne du coup qui sait exactement ce qu'on dit, mais on sait que dans un coin internet quelque part, quelqu'un a écrit que c'était faux et ça suffit. Donc ils ont un pouvoir qui est complètement fou en fait sur certaines personnes en tout cas. Où il suffit de décrire ça quelque part et puis ensuite ça se refile sans jamais qu'il y ait de débat, qu'on en discute ni rien. Et donc ça en effet c'est absolument délétère. Et vous écrivez dans votre tribune, oui.
Vous écrivez dans votre... J'ai été contacté une fois. Oui. Vous écrivez dans votre tribune de François, ces fact-checkers n'ont pas d'autre horizon que d'empêcher le débat en discréditant ceux qu'ils considèrent comme leurs adversaires. Leurs articles posent les barrières infranchissables de l'information. La publication des petits articles avec les mots faux, debunked ou autres fake news permettent d'éviter que leur lectorat ne s'égare en lisant une information contraire aux croyances du groupe. Voilà. Faux et n'allez pas plus loin. C'est bien ce que disent ces décodeurs d'informations. Pour en parler avec nous, on est aussi avec Anne-Sophie Chazot, qui est essayiste, chroniqueuse et auteure de Liberté d'inexpression, des formes contemporaines de la censure. On est en plein dedans, aux éditions de l'Artilleur. Bonjour Anne-Sophie Chazot. Oui, bonjour. Alors, vous avez entendu l'histoire Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon. Vous avez entendu l'histoire de Pierre de Décoder l'écho. Comment vous réagissez à tout cela ? Alors, si vous voulez, moi, je pense qu'il y a 3 niveaux d'analyse possibles sur cette question. D'une part, me semble-t-il, ça interroge la question du journalisme d'une façon générale et la question de l'information, avec, à mon sens, une sorte de leurre et de mensonge et d'erreur épistémologique, si je puis dire, de la part du monde journalistique et notamment au niveau des instituts de formation, selon laquelle le journalisme serait neutre. C'est évidemment complètement à la fois stupide et mensonger. Information, ça signifie mettre en forme, étymologiquement. Et donc, dès lors qu'on met en forme, le style compte, mais aussi, par définition, l'angle à partir duquel on va procéder à cette mise en forme. Et donc, une mise en forme ne sera pas équivalente à une autre mise en forme. Sinon, les journalistes seraient des robots et produiraient tous la même information. Mais même les robots, on l'a vu avec les algorithmes, sont orientés. Voilà. Donc, voilà. Déjà, il y a ce problème. Je me permets de renvoyer vos auditeurs au dernier numéro de la revue Liberté politique qui traite précisément de cette question. Donc ça, c'est un premier point. Ce fantasme de la neutralité journalistique. Ensuite, il y a d'une façon plus générale dans notre société la question du rapport à la scientificité et à l'établissement de la vérité. On voit bien depuis quelques années que la notion notamment de post-vérité, qui avait été consacrée mot de l'année, on dit de 2016 ou 15, je ne sais plus, 17, enfin peu importe, par le dictionnaire prestigieux d'Oxford, qui a eu un saisissement de la communauté scientifique par la manière dont les citoyens, de façon très libre, s'appropriaient et se réappropriaient les informations. Et on a senti là un vent de panique, je dirais, de la part de ceux qui avaient jusqu'à présent le monopole de la vérité, pour essayer de vite remettre la main sur la scientificité. Alors, il ne s'agit pas de dire que tout le monde peut dire en permanence n'importe quoi et qu'à chacun sa vérité, que vive le relativisme, etc. Il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit de remonter quand même à la source même de qu'est-ce que c'est que ce fantasme de fact-checker, qu'est-ce que c'est que cette histoire de post-vérité, qu'est-ce que c'est que ce concept de fake news qu'on balance systématiquement comme un qualificatif pour le disqualifiant, pour disqualifier toute parole non conforme. D'où ça vient ? Historiquement, c'est très clair, ça vient de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et du Brexit. C'est très clair, c'est historiquement très facile à dater et on voit bien que d'emblée, dès l'arrivée de ces concepts, on est dans une démarche qui elle-même n'est en rien scientifique, mais a toute l'idéologie pour contrer quelque chose dont la plupart de ceux qui s'en sont fait des spécialistes et dont c'est le fonds de commerce ont un a priori idéologique qui lui-même motive leur propre engagement. Vous avez par exemple la figure d'un Rudi Reichstadt qui est un peu caricatural à force, qui alors lui c'est son fonds de commerce, c'est ça qui s'est Quand vous dites c'est son fonds de commerce, vous voulez signifier qu'il dépend en fait des... S'il
si la fausse information n'existait pas, il faudrait qu'il en fabrique, parce que sinon je ne sais pas trop ce qu'il pourrait faire d'autre. Mais si vous voulez, voilà, on a un rapport à la scientificité qui est faussé, sachant que par exemple, ça va très loin, c'est-à-dire que ça va même au-delà de la question journalistique. Vous avez eu ces derniers jours un colloque, je crois, à Sciences Politiques, en tout cas ça a été relayé sur le compte Twitter de Sciences Po, une historienne, docteur en sciences humaines, en histoire, etc., qui a déclaré quelque chose d'absolument terrifiant, selon lequel l'histoire ne consistait pas seulement à déterminer le vrai du faux dans les événements du passé, mais à également tracer la ligne entre le légitime et le non légitime. Donc je ne sais pas si vous vous rendez bien compte jusqu'où on va, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la question de la rééducation morale, mentale, idéologique des peuples, et on est donc totalement sous couvert de sorte de checker en permanence l'information. On est évidemment dans un discours qui a des buts idéologiques très clairs. Donc ça, c'est un vrai problème, sachant que les fact-checkers sont, par porosité idéologique, complètement d'accord avec les grands groupes, les GAFA, etc., qui leur donnent accessoirement de l'argent. Voilà, souvent ils sont financés, il faut le préciser, par les GAFA. Voilà, il faut quand même le rappeler aussi. Alors d'ailleurs, Check News, qui fait en général un meilleur travail que le Décodex, qui eux, alors déconnent pour le coup à plein de tubes, mais si vous voulez, vous avez quand même différents niveaux. Vous en avez des meilleurs que d'autres, mais Check News avait d'ailleurs confirmé qu'ils touchaient de l'argent de Facebook en l'occurrence. En 2017, vous avez eu une sorte d'organisme qui s'appelait Crosscheck et qui avait pour but et qui était financé par Google et la Fondation Soros, il faut quand même le savoir, qui avait pour but de checker les informations pendant la campagne des européennes. C'est quand même pas rien. On parle là d'intrusion dans le politique. Oui, parce que Soros, il faut le préciser quand même, c'est vraiment l'abolition des frontières et tout ça, donc voilà, c'est très idéologique. Dans un discours idéologique très chargé, avec un agenda clair, donc c'est pas du tout neutre ni anodin. Et donc, j'en arrive donc à mon troisième niveau d'analyse, qui est celui du politique. Qu'est-ce qu'on attend d'un politique ? Est-ce qu'on attend, puisqu'en l'occurrence, c'était le débat Mélenchon-Zemmour, mais ça a été valable pour d'autres. J'ai regardé le débat Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, il y avait un système de fact-checking. Alors là, c'était encore pire. Pour moi, c'était un système de fact-checking par QR code. Donc là, c'est la somme de toutes les abominations contemporaines qui étaient réunies dans le même... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend d'un politique ? Est-ce qu'on attend de lui qu'il nous donne des fiches bien rédigées, des notes de synthèse, chose que fera n'importe quel énarque et n'importe quel administratif, dont ça sera le travail lorsque, le cas échéant, il sera conseiller du prince, si je puis dire, ou est-ce qu'on attend d'un homme politique qu'il propose une vision large, quitte à parfois un peu se tromper, ma foi, c'est pas si grave que ça. Moi, je n'attends pas, d'ailleurs, en l'occurrence, ni de Mélenchon, ni de Zemmour, qu'il me donne avec exactitude le prix du gasoil ou le prix de la baguette de pain. Et d'ailleurs, c'est pas si récent. Ça fait longtemps qu'on essaie de coincer les politiques en leur demandant alors combien ça coûte un billet, le pain au chocolat, ticket de métro, le pain au chocolat, je sais pas quoi. On s'en fiche. Enfin, je suis désolée. On s'en fiche complètement. Alors, et puis il y a aussi le problème d'une version officielle qui prend pas forcément en compte les informations données par les lanceurs d'alerte. Par exemple, Charles Prats est peut-être considéré comme un lanceur d'alerte, et il faut aussi savoir parfois ouvrir les yeux. Ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que un homme politique, en particulier dans le cadre d'une élection présidentielle, doit proposer une vision et donc une interprétation, non seulement certes des faits, mais aussi de ce que les gens ressentent. Or, on est bien, et s'il y a bien une élection où ça se joue aussi sur le ressenti de la population, c'est bien celle-ci, qu'il s'agisse des questions économiques et sociales, mais qu'il s'agisse des questions migratoires, qu'il s'agisse de la question de l'insécurité, etc. On sait très bien que ce qui importe en vérité, c'est pas le fait brut. Le fait brut, on s'en fiche.
fiche. Ce qui compte, c'est ce que vivent les gens. Alors, sinon, on ne fait pas de la politique. Anne-Sophie Chazot, pour revenir sur l'histoire qui a concerné Pierre de la chaîne Décoder l'écho, là, on est sur des chiffres qui sont en plus qui n'ont pas été contestés. Pierre, vous avez entendu tout ce qu'a dit Anne-Sophie Chazot. Qu'est-ce que vous voulez ajouter justement sur il y a la question du journalisme neutre, la question du politique et la question de la post-vérité, comme elle dit. Oui, alors le journalisme neutre, on peut même aller plus loin. Il n'y a même aucune neutralité, même quand on fait un écrit dit scientifique ou même quand les instituts publient, même quand on fait avec des vrais chiffres, comme on dit. Évidemment que la première information qu'on va mettre en premier, c'est ce qui va être le plus lu et c'est ce qui va avoir un impact déterminant sur l'interprétation et sur ce que les gens vont retenir. Donc de toute façon, il y a un acte assez engageant du fait d'écrire une première phrase, une introduction. D'ailleurs, il y a des papiers scientifiques là dont ils ont modifié récemment, qui ont fait un peu de bruit sur l'innocuité ou non des injections sur les femmes enceintes, avec des phrases extrêmement fortes qui ont été mises sur le fait qu'il n'y avait aucun risque. Et puis on revient un petit peu dessus ensuite, un peu en catimini pour modifier cette introduction en disant qu'on finalement on sait pas trop, sans avoir changé les chiffres. Mais voilà, il y a même au sein des études dites scientifiques, il y a la première information mise en haut, qui est un résumé du reste, est déjà un acte où on prend parti. Donc de toute façon, la neutralité, ça n'existe pas en journalisme, certes, mais même pas en sciences non plus. Il y a pas de neutralité totale. À la limite, en mathématiques pures, là je veux bien, mais tout le reste, il y a quand même des... Et qu'est-ce que vous répondez au gouvernement qui dit on peut discuter de tout sauf des chiffres ? Alors ça, c'est une incompréhension totale, une méconnaissance totale de ce qu'est la statistique. On doit discuter au maximum des chiffres, on doit les mettre en perspective et on doit surtout dire aux gens de la manière dont on les compte. Quand on parle, juste un exemple, mais voilà, du 80% des gens non vaccinés qui sont décédés de la Covid, vous regardez le rapport de l'adresse, vous remarquez que les gens qui sont dits vaccinés, qui ont reçu 2 injections, eux, on les considère décédés de la Covid à condition que, ils aient été déclarés Covid par les médecins, mais qu'en plus, ils ont quasiment tous fait un test PCR positif, alors que les non-vaccinés, eux, ils ont été déclarés Covid, mais il y en a tout juste la moitié qui ont vraiment fait un test RT-PCR positif. Oui, ils sont déclarés Covid par défaut, alors que les autres sont déclarés Covid que lorsqu'il y a bien un test, alors que ça arrive rarement qu'il y ait un test, sauf s'ils sont déjà à l'hôpital, mais... Voilà, exactement. Donc, quand on est vacant, pour ceux considérés comme vaccinés, on fait une vérification jusqu'au bout pour être vraiment sûr que, voilà, ils étaient porteurs de la Covid. Alors que quand c'est des non-vaccinés, non, ça, on vise assez large. Oui, évidemment, les conditions ne sont pas les mêmes. Donc, déjà, les chiffres ne devraient pas être comparés. Exactement. Et puis même les définitions, les amorces qui ont été choisies pour faire des tests RT-PCR ont évolué dans le temps, donc il n'y a rien de comparable. Il y a le nombre de personnes qu'on teste à chaque fois. Voilà, quasiment tous les non-vaccinés font énormément de tests, ceux qui veulent avoir un pass à jour. Donc en fait, ils sont testés bien plus que les vaccinés, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de chances de rentrer dans les cases. Du coup, il y a rien. Les chiffres, au contraire, alors je dis pas que le chiffre est faux, mais je dis qu'il s'inscrit dans un contexte de comptage et c'est ça qui doit être questionné en permanence pour savoir ce qu'on est en train de raconter. Et le fait de mettre un 80%, c'est uniquement, voilà, c'est de la propagande, c'est vouloir faire passer un discours avant tout, c'est l'inverse. Il n'y a pas plus discutable qu'une statistique, bien au contraire. D'accord, donc c'est le scientifique qui parle là. On a le droit de discuter les statistiques. Anne-Sophie Chazot, oui. D'accord, on doit protester. Oui. C'est bien noté. Anne-Sophie Chazot, vous voulez justement revenir sur ce que disait Pierre, sur les statistiques et les chiffres officiels aussi qui peuvent être discutés. Au-delà de la question des chiffres eux-mêmes, oui, là tout a bien été dit, me semble-t-il. Il y a la question des sujets, c'est-à-dire que vous avez, puisqu'on parlait de la question sanitaire, mais vous avez des sujets qui tout entiers sont considérés. Le slogan gouvernemental, on peut discuter de tout sauf des chiffres. En vérité, c'était beaucoup plus que ça, c'est-à-dire qu'il y avait des sujets dont globalement il n'était pas toléré que l'on parle. Je veux revenir par exemple à la question de l'origine présumée du virus du Covid. Pendant plus d'un an, et parce que c'était Donald Trump qui en avait émis l'hypothèse, oui, c'est vrai. L'hypothèse, et c'était pour cette raison-là qu'on ne pouvait pas l'évoquer, l'hypothèse de la fuite du virus depuis l'un des laboratoires de Wuhan était considérée comme complotiste et était systématiquement censurée sur, bien sûr, les médias, mais tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les contenus disparaissaient. Il a fallu un article du Monde pour avoir le droit d'en parler de nouveau.
Et il a fallu surtout que Donald Trump soit déboulonné qu'on puisse commencer sur ce sujet à s'exprimer un peu plus librement. Moyennant quoi, 1 an plus tard, tous les médias s'aperçoivent, suite à un certain nombre d'enquêtes internationales, que bien évidemment, comme on pouvait s'en douter sans être un fin limier, il y avait un problème avec un laboratoire, manifestement. Alors, sans aller jusqu'à une question d'intention de virus créé, on n'allait même pas jusque-là, jusqu'à l'idée d'un virus créé intentionnellement. Et là, depuis quelques jours, de nouvelles enquêtes arrivent selon lesquelles on n'exclut même plus l'hypothèse d'un virus qui aurait été fabriqué. Donc, si vous voulez, sur une souche naturelle, mais qu'on aurait retravaillé dans des hypothèses et pour des objectifs plus ou moins clairs et avouables. On en est là, c'est-à-dire que ce qui était considéré comme le comble de l'abomination complotiste il y a 2 ans, parce que c'était des gens comme Donald Trump qui les réveillaient, sont désormais autorisés, relayés par les médias et commencent à affleurer comme étant possiblement des vérités. Donc, si vous voulez, au-delà de la simple question des chiffres, auxquels on sait très bien qu'il est possible de faire dire absolument tout et n'importe quoi, on a de toute façon des sujets entiers qui sont ou non considérés comme autorisés. Et j'ajoute pour nos auditeurs, et ça va être très important dans la période que nous abordons, qui est celle de la campagne électorale, que nous avons un gouvernement, un exécutif particulièrement liberticide en matière de liberté d'expression. Or, il y a une loi qui est la loi dite anti-fake news qui a été votée, me semble, je crois que c'est en 2018, qui va nous concerner pour la période électorale, puisque cette loi permet, en période électorale, de faire censurer des contenus par le juge de l'urgence, c'est-à-dire le juge des référés. Là, on est en plein délire, c'est-à-dire que vous allez avoir un juge des référés, juge de l'urgence, qui devra en 48 heures, et dont on imagine bien à quel point il sera indépendant, n'est-ce pas, comme l'ont montré beaucoup de comportements judiciaires de ces quelques dernières années du pouvoir politique. On va avoir des magistrats qui vont pouvoir, en 48 heures, intervenir et de la sorte peser dans le processus électoral et en tout cas dans le processus du débat public. Alors, merci beaucoup Anne-Sophie Chazot. On va devoir conclure ici. Merci beaucoup en tout cas pour votre éclairage sur les lois anti-fake news. Merci beaucoup Pierre de la chaîne Décoder l'écho. On vous redonnera la parole justement aussi. Là, on a parlé de la forme et du contenu, mais il faudra aussi qu'on revienne sur ce que vous nous annonciez justement dans ces vidéos Décoder l'écho, vos chaînes YouTube. Merci beaucoup Pierre. Et puis merci à Charles Prats qu'on a entendu tout à l'heure. On a bien entendu en tout cas qu'il fallait faire attention aux vérificateurs d'informations. Il ne faut pas prendre leur parole pour parole d'évangile, justement. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.